Oui, bonjour. Bienvenue à la troisième partie de 4 sur une série de webinaires qui porte sur l'Internet des objets présenté par Matricis Informatique. Le but de ce webinaire sera de présenter la maintenance prédictive, un exemple concret sur l'Internet industriel des objets. Mon nom est Régent Ouellette. Je travaille pour Matricis Informatique depuis les 11 dernières années, où mon rôle actuel est d'architecte principal et leader de pratique. J'ai plus de 25 ans d'expérience en technologie opérationnelle et de l'information, où ma spécialité est en modélisation de procédés industriels afin de les optimiser, et aussi en intégration pour pouvoir faire de l'intégration de données, ça autant en utilisant des systèmes tels que des historiens de PI comme PI d'OSIsoft et aussi des systèmes de type ARP, SAP, JD Edwards, Great Plains, CRM Dynamics et j'en passe. Je suis aussi responsable de la solution de maintenance prédictive M4 qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous présenter un survol du dernier webinaire, un webinaire qui avait été présenté par Michel Degg, président de SimpliConnect, où est-ce que Michel a démontré un bel exemple d'une solution Internet industriel des objets qui a permis à Verforêt, un leader dans le domaine de l'horticulture arboricole, d'augmenter sa productivité au niveau de ces arbres qui sont cultivés soit en serre ou soit à l'extérieur, et cela depuis plus de 20 ans. En fait, Michel conçu des sondes pour prendre des données de mesure de voltage, d'ampérage de moteur, humidité, température de l'air et du sol, humidité de surface du feuillage ou la pression du réseau d'hydrant. En fait, avec ces données, cela permet à Vaforêt de prendre action sur des éléments de contrôle simples, moteur, actuateur, commutateur et j'en passe, pour être beaucoup plus proactif au niveau de sa culture. En fait, avec l'aide de Matricis, SimpliConnect a aussi donné accès à des rapports qui permettent à Vaforêt d'avoir accès à de l'information qu'il n'avait pas accès auparavant, et ça à partir de l'info nuagique. Avec toute cette nouvelle solution, cela permet aussi à Verforêt d'avoir des notifications sur des événements qui sont dus à des dépassements, des consignes. Ça peut être par exemple qu'un gicleur a arrêté de fonctionner, puis que l'humidité est d'un seuil beaucoup trop bas, anormalement bas, qui ne serait pas normal dans les cas normaux, puis de prendre action rapidement pour régler la situation. Donc, en résumé, avec une solution comme que SimpliConnect a montée pour Verforêt, qui est une solution de l'Internet industriel des objets, cela permet à Verforêt d'être beaucoup plus proactif dans sa gestion de sa culture d'arbres actuellement. Maintenant, parlons d'adoption en général de l'Internet industriel des objets. En 2014, un sondage a été mené par le World Economic Forum où est-ce qu'on a posé la question suivante. Quelle importance accordez-vous aux bénéfices suivants en vue de l'adoption de l'Internet industriel des objets? Parmi les bénéfices, on retrouvait optimiser l'utilisation des actifs, réduire les coûts opérationnels, augmenter la productivité des travailleurs, et ainsi de suite. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans le graphique suivant? C'est que le bénéfice d'optimiser l'utilisation des actifs ou de réduire les coûts opérationnels, qui sont de l'ordre de plus de 79 en très important ou extrêmement important. Ce qu'on retrouve, c'est que l'application qui permet, entre autres, d'arriver à ces chiffres, c'est justement par la maintenance prédictive. Maintenant, avant d'aller plus loin au niveau de la maintenance prédictive, on va parler un peu de maturité au niveau de la maintenance. Quand on parle de maturité au niveau de la maintenance, on peut retrouver des situations au niveau des entreprises où est-ce qu'on est plus dans le correctif, où est-ce que dans le correctif, on retrouve deux volets, le niveau palliatif, donc on corrige une situation temporairement sans trop affecter la production, ou curatif, où est-ce qu'on trouve une solution beaucoup plus longue durée sans toutefois affecter la production. On a le systématique également qui permet de dire qu'après 6 mois, je dois faire une intervention ou un nombre d'heures d'utilisation. Par la suite, on retrouve plus le niveau conditionnel. Conditionnel, ça veut dire que basé sur un dépassement de seuil, je vais pouvoir poser un acte ou un geste qui va me permettre de corriger la situation rapidement sur des données. La problématique qu'on peut retrouver à ce niveau-ci, par exemple, évaluer la température, la température ou même la pression, on peut se retrouver dans une situation où on regarde juste
un paramètre, mais en regardant seulement qu'un paramètre, ça ne veut pas dire qu'on est en état de difficulté, si on veut. Donc, pour pallier ce problème-là, on va aller vers le prédictif. Le prédictif, où est-ce qu'on va prendre un ensemble de paramètres, température, pression ou autre, qu'on va voir un peu plus tard, où est-ce qu'on va être en mesure d'établir une certaine relation entre ces différents paramètres, puis pouvoir prédire qu'il y aura une défaillance potentielle. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente dans la courbe, c'est certain qu'on augmente en termes d'efficacité et d'efficience au niveau de l'entreprise. En 2010, le département d'énergie des États-Unis ont établi des avantages de la maintenance prédictive, en fait, la mise en place de la maintenance prédictive. En fait, il a été établi qu'on pouvait avoir des réductions de coûts de maintenance de l'ordre de 25 à 30 une élimination des pannes de 70 à 75 réduction des temps d'arrêt de 35 à 45 même une augmentation de la production de 20 à 25 Maintenant, pour mettre en place la maintenance prédictive, il y a un certain nombre d'étapes qui doivent être prises en considération. En fait, pour pouvoir surveiller des actifs que je vais appeler critiques, on doit pouvoir collecter vos données qui proviennent de vos équipements au système, intégrer efficacement et communiquer en toute sécurité. Donc, je veux, par exemple, pouvoir créer des bons de travail dans vos systèmes de GMAO ou même dans vos ERP. On doit pouvoir aussi visualiser, analyser l'information pour prendre la bonne décision. Maintenant, il y a un volet qui est important, c'est au niveau des processus. Au niveau de la maintenance, on peut se retrouver dans une situation où on peut avoir différents types de processus qui peuvent être mis en place dépendamment de la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, on veut pouvoir être en mesure de pouvoir suivre l'évolution d'une maintenance, et cela peu importe les quarts de travail, peu importe dans les usines où est-ce que je me retrouve. Et enfin, de prendre effectivement la bonne décision au bon moment et prendre action par rapport à cette décision-là. Afin de permettre aux entreprises de bénéficier de la maintenance prédictive, Matricis Informatique a élaboré une solution qui s'appelle M4. À quoi consiste maintenant M4? M4, ben, ça consiste à pouvoir collecter des données au niveau des actifs critiques, donc qui ont un impact important au niveau opérationnel, donc il peut y avoir des downtime, des temps d'arrêt qui peuvent occasionner des milliers de dollars de pertes monétaires. Donc, une fois que ces actifs critiques-là ont été identifiés, on va collecter l'information qui évidemment nous permet de détecter des défaillances. Une fois que ces données-là sont collectées, on va les emmagasiner dans des bases de données historisées. Une fois que ces données sont historisées, donc on va commencer à bâtir des modèles prédictifs. Des modèles prédictifs qui vont être utilisés pour pouvoir justement, pas détecter, mais prédire qu'une défaillance potentielle est sur le point de survenir. En fait, quand on bâtit des modèles prédictifs, on ne prend pas seulement un paramètre en considération, mais on va pouvoir prendre plusieurs paramètres, comme on le voit tantôt, en considération comme la température, la pression, et ainsi de suite. Une fois que ces modèles-là sont bâtis, maintenant, on va pouvoir prendre des données et les évaluer en fonction de ces modèles-là. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que s'il y a une défaillance potentielle qui est sur le point de survenir, eh bien, on va déclencher un processus. Une fois que ce processus est déclenché, maintenant, il va y avoir des prises de décision à faire. Pour pouvoir prendre ces prises de décision-là, il va y avoir des outils de visualisation, tableau de bord qui va nous permettre justement de prendre les bonnes décisions et aussi interagir avec les utilisateurs. Maintenant, une fois qu'on a déterminé, ou le responsable de la maintenance a déterminé qu'il y a vraiment un problème potentiel, bien, il va pouvoir créer, à partir d'une couche d'intégration, donc c'est transparent à l'utilisateur, de créer un bon travail directement dans son GMAO ou dans son ERP. Maintenant, pour pouvoir tester M4, Matricis Informatique, en collaboration avec l'École de technologie supérieure de Montréal, on procédait à un projet pilote qui consistait à faire une surveillance au niveau des systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation. En fait, l'ETS a déjà un système de contrôle qu'on appelle Metasys.
où les données sont déjà historisées. Fait qu'on a bénéficié de ces données historisées-là qui étaient de 2 ou 3 ans pour permettre de bâtir, qu'on va voir tantôt, les modèles. En fait, une des situations qu'on a utilisées pour faire le projet pilote, on a pris une situation où est-ce que la maintenance était fréquente. Et on voulait prendre évidemment une situation où est-ce qu'on n'avait pas à attendre un an pour pouvoir voir les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris une situation où est-ce qu'on voulait déterminer quand est-ce que les filtres devaient être changés. Pour y arriver, on a déterminé un certain nombre de points qui nous permettaient justement d'essayer de prédire quand est-ce que les filtres doivent être changés. On avait la température au niveau de l'air qui est recirculé ou de l'air qui vient de l'extérieur, la vitesse des ventilateurs, l'ouverture des volets, la pression des filtres, soit des pré-filtres ou des filtres. Donc, en prenant cet ensemble de variables-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a élaboré un modèle prédictif. En fait, avant d'élaborer un modèle prédictif, une des choses qu'il a fallu faire, c'est évidemment de déterminer s'il y avait une certaine codépendance entre ces différents paramètres-là, ce qui s'est avéré le cas. Une fois qu'on a déterminé cette codépendance-là, on est en mesure de déterminer les variables qui vont être utilisées pour effectuer la maintenance prédictive. Une des choses qui est importante aussi, c'est qu'à l'ETS en tant que tel, évidemment, les systèmes de climatisation de chauffage sont arrêtés durant les fins de semaine et les soirs de semaine ou les congés. Donc, pour pouvoir prendre, vous allez voir tantôt, c'est que même si on est dans cette situation-là, on est capable quand même d'élaborer des modèles qui prennent en considération l'ensemble de ces paramètres-là. Maintenant, pour pouvoir collecter les données au niveau des actifs critiques et dans notre cas du filtre, c'est que on va structurer ou hiérarchiser les actifs. En fait, dans quel bâtiment ils se retrouvent, c'est quoi l'unité de chauffage en tant que tel. Maintenant, on va regrouper les températures, les pressions, l'ouverture de volets à l'intérieur d'une même structure. Ceci permet évidemment de mieux suivre l'actif et avoir toute l'information, disons, centralisée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Une fois qu'on a bâti une structure hiérarchisée au niveau de l'actif, qu'est-ce que je mentionnais un peu plus tôt, c'est qu'on va l'historiser nos données dans une base de données chronologique. Une fois qu'on a nos données historisées, maintenant on est en mesure de bâtir nos modèles prédictifs. La technologie qu'on va utiliser, c'est la technologie offerte par Microsoft qui est Machine Learning, qui est offerte dans Azure, dans l'info nuagique de Microsoft. En fait, on va être en mesure de bâtir des modèles, par exemple, de régression, de réseau de neurones ou autre type de modèles de prédiction. En fait, qui va prendre un ensemble de paramètres qui va être en mesure de pouvoir prédire qu'un bris potentiel est sur le point de survenir. Une fois qu'on a établi des modèles prédictifs, en fait, dans le cas de l'ETS, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la température de pression. En fait, ce que vous voyez sur le graphique présentement, c'est qu'en jaune, ce sont les données que je vais appeler réelles, opérationnelles. En rouge, ce sont les prédictions. Donc, on a pris des données qui étaient tenais sur pratiquement 2 ans. Puis après ça, on a commencé à faire apprendre le modèle. En fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les diapos qui vont suivre, c'est que l'évolution, comment le modèle va pouvoir s'adapter au fur et à mesure qu'on va avoir des données. Donc, c'est sûr que plus on a de données, plus le modèle va devenir de plus en plus, disons, précis. Donc, on regarde encore un peu plus loin dans le temps. Donc, on voit que la courbe en rouge ne donne pas tout à fait sur la courbe réelle. Et plus on avance dans le temps, plus on se rapproche évidemment de la courbe opérationnelle. Et si on continue, bien, on voit vraiment que le modèle est en mesure de prédire. Donc, on voit ici que le modèle a prédit un peu plus loin dans le temps, puis que si on faisait continuer davantage, bien, on pourrait voir que la prédiction que le modèle donne effectivement qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir au niveau de la prédiction du remplacement des fils en tant que tel. Donc, on voit que le modèle de prédiction, une fois qu'on a nos données qui sont historisées, puis qu'on a un ensemble de données qui est important, bien, plus on a des données, plus le modèle est précis, plus on est en mesure de se fier au modèle puis d'avoir la bonne décision, à savoir qu'il y a
bris potentiel qui est sur le point de survenir. En fait, dans cette situation ici, on est en mesure de prédire 30 jours à l'avance que le fil doit être remplacé. En fait, quand il y a une détection, un courriel est envoyé aux personnes responsables qui, dans ce courriel, on va pouvoir, par exemple, donner des liens qui vont être sur la vue du procédé, des tableaux de bord pour voir les données qui viennent des températures, qui viennent aussi des fils, des pressions au niveau des filtres. On va avoir aussi une vue sur les tendances des différentes courbes. Il va y avoir aussi une vue du processus de maintenance, à savoir où est-ce qu'on est rendu dans le processus en tant que tel, est-ce qu'il y a un bon travail qui doit être créé, ce qui a été créé, ainsi de suite. Donc, quand on a une alerte de cette nature-là, il est certain qu'un déclenchement d'un processus a été effectué. Puis à ce niveau-là, ben, il doit être pris en charge. Si on regarde ici, la personne qui est responsable, par exemple, qui reçoit le courriel, va avoir accès à une vue du procédé qui permet de voir les tendances au niveau des températures, des pressions, et ainsi de suite. Si on va aller un peu plus loin, il va avoir la possibilité aussi de voir un tableau de bord sur des indicateurs de performance au niveau de la disponibilité de l'équipement, au niveau de son efficacité. Tout ça en fonction de pouvoir prendre les bonnes décisions au moment opportun. Voici une vue d'un processus de maintenance qu'on a élaboré pour l'ETS. En fait, à quoi il consistait, c'est qu'aussitôt qu'il y a un déclenchement, la personne devait prendre action. Une des choses qui est importante, c'est que si par exemple la personne qui a reçu le courriel n'est pas disponible, bien, il va y avoir escalade au niveau du courriel en tant que tel, c'est-à-dire qu'un autre courriel va être envoyé à son supérieur immédiat pour que lui prenne action, parce que c'est possible que la personne qui recevait le courriel initialement est tombée malade, puis que dans cette situation-là, on ne veut pas que l'alerte en tant que telle est tombée qu'on va dire dans le crack. Fait qu'on veut s'assurer qu'elle est prise en charge. Fait que si une personne n'est pas disponible, bien, il y a une autre personne qui va prendre en charge le processus, si on veut. Une fois que la personne a déterminé qu'il y a vraiment une problématique qui doit être qui est survenue en tant que telle, eh bien, elle doit prendre action. Et dans ce cas ici, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va créer un bon de travail dans le système de GMAO pour dire, ben, il y a un bris, puis il faut s'en occuper, puis il faut s'en occuper d'ici, par exemple, dans ce cas ici, on avait 30 jours. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, c'est que le système permet de fournir des notifications, des outils de visualisation pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Il y a un processus qui est déclenché. Mais tout ça, c'est pour, évidemment, être en mesure d'offrir une solution qui est complète, qui permet aux entreprises de bien gérer les prix potentiels qui peuvent arriver sur leurs actifs critiques. Maintenant, pour mettre en place une telle solution M4, Matricis a une méthodologie d'implantation. À quoi elle consiste? Elle consiste dans un premier temps de cibler les actifs critiques. En fait, on ne va pas installer une solution M4 sur je vais exagérer un peu, là, sur des ampoules, si on veut, mais on va les mettre sur des actifs qui a évidemment qui peut avoir des pertes de productivité ou des pertes monétaires importantes au niveau de la production. Donc, c'est important qu'au début, pour voir si une solution comme M4 va amener des bénéfices, c'est d'établir ou de trouver quels sont les indicateurs de performance qu'on va suivre. Une fois qu'on les a établis, bien, ça va permettre aussi d'estimer c'est quoi les retours sur investissement de l'implantation d'une telle méthode, d'une telle solution. En fait, une fois que ça c'est fait, on va faire une analyse de la portée. Une analyse de la portée qui fait en sorte qu'on a ciblé les actifs critiques. Puis à partir de là, on a aussi évidemment élaboré c'est quoi les indicateurs de performance. On va mettre en place un plan de projet, puis on va établir un coût d'implantation de la solution M4. C'est sûr qu'on ne commencera pas sur l'ensemble des actifs critiques, on va commencer par un ou deux. Où est-ce qu'on va faire la configuration, la mise en œuvre, pour par la suite pouvoir faire le déploiement et évidemment arriver à l'utilisation.
Ben, c'est certain qu'il va y avoir sûrement des ajustements à faire au niveau des modèles. Peut-être qu'il n'est pas assez précis, ça va peut-être prendre plus de données, donc il va y avoir un peu de ce que je vais appeler du fine-tuning, si on veut, à faire. Une fois que ça va être fait, puis qu'on va vraiment voir à la longue les gains potentiels, pas les gains potentiels, mais des gains vraiment réels de l'utilisation d'M4 en entreprise, ben là, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui va consister principalement à choisir d'autres actifs critiques pour pouvoir les suivre et pouvoir, encore une fois, les configurer, mettre en place tout ce qu'on a besoin pour pouvoir effectuer la surveillance, les processus de maintenance et ainsi de suite. Et redéployer et continuer jusqu'à ce qu'on a couvert l'ensemble des actifs critiques au niveau de l'entreprise. Évidemment, dans ce type d'optique-là, ce qu'il faut ou ce qui est important de comprendre, c'est qu'on avance seulement lorsqu'il y a un gain qui est substantiel ou qui est vraiment obtenu au niveau de l'entreprise. Sans ça, ça ne vaut pas la peine. Une des choses qui est importante aussi de mentionner, c'est qu'M4, j'ai mentionné que c'était une solution qui était offerte soit dans l'infonuagique ou dans un data center qui est privé. C'est sûr qu'au niveau de l'infonuagique, ça a un avantage où est-ce que au niveau de l'investissement initial, elle est minimum. Puis ça permet évidemment d'aller beaucoup plus rapidement au niveau de l'implantation d'une telle solution parce qu'on n'a pas vraiment installé M4 dans un centre de données qui est privé. En fait, si on veut voir une estimation des gains potentiels d'une solution comme M4, on peut se baser sur un livre qui est un excellent livre d'ailleurs, qui est Value Driven Maintenance, dont le titre est Regain de confiance à la valeur de la maintenance. En fait, si on a une augmentation de l'ordre de 1% par exemple au niveau du taux de rendement global, eh bien, on va avoir un gain financier qui peut être de l'ordre de 2,1 millions de dollars. Si on a une réduction, par exemple, au niveau du coût de maintenance, on va avoir un gain qui peut aller de l'ordre de 400 000 dollars. Donc, en prenant en considération toutes ces catégories, où est-ce qu'on peut mesurer à partir d'indicateurs de performance, on est en mesure d'élaborer pour notre entreprise ou notre propre entreprise, quel serait le gain potentiel d'une implantation de maintenance prédictive telle que M4. En fait, pour pouvoir vous offrir la possibilité de comprendre ou mieux comprendre qu'est-ce qu'une solution comme M4 pourrait vous apporter, Matricis offre un workshop où est-ce qu'on va passer une demi-journée avec vous, où est-ce qu'on va évaluer le potentiel de l'implantation, soit d'M4 ou n'importe quelle solution de l'Internet des objets au sein même de votre entreprise. On va pouvoir confirmer ou infirmer le rendement potentiel. Pour cela, vous pouvez communiquer avec André Larose à l'adresse suivante, donc andré.larose@matricis.com. Dans le prochain webinaire, qui est le dernier d'une série de 4, on va couvrir les réticences à l'adoption de l'Internet industriel des objets. En fait, pourquoi y adhérer? On va faire des démonstrations de cas concrets. Merci beaucoup. Vos commentaires et questions sont les bienvenus. Allez-y, posez vos questions.